Fresh Morning. Fresh Morning. Gina est avec moi, mais aujourd'hui on va relancer Jean-Paul. Jean-Paul qui est avec nous dans le studio. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la Fraîche, Comment bonjour à tous les auditeurs d'Urban FM. Bonjour Gina. Comment vas-tu, Jean-Paul? Ça va très bien, merci. Vous avez des soucis ce matin. Jean-Paul, comment s'est passé les vacances? Un peu comme d'habitude. Hein. Comme je n'ai pas bougé, je suis resté ici à Libreville. Donc c'est en famille en général avec mes amis. Mais personne n'a bougé. Confinement, malheureusement. Tu n'as pas écrit un nouveau bouquin? Non, j'ai un bouquin qui est dans les starting blocks, mais bon, il vient un peu à compte-gouttes. Ouais. Mais j'espère le terminer sincèrement l'année prochaine. Ah d'accord, ok. C'est toujours dans la même lignée que Akumamba? Oui, c'est la suite en fait, c'est la suite directe. Il commence là où le livre Akumamba les Immortels s'est arrêté. D'accord, ok. Voilà. Alors ce matin, on va parler de quoi? C'est le premier numéro où tu vas faire l'intro ou bien tu as déjà un thème? Ce matin. Bon, juste essayer de faire un peu le point sur deux actualités qui ont dominé ces dernières semaines l'actualité à l'international. Il y a d'abord les élections aux États-Unis où l'écart entre Joe Biden et Donald Trump est de plus en plus confirmé. Hein. Il faut savoir que vendredi dernier, le recomptage en Géorgie et en Caroline du Nord ont confirmé l'avance que Joe Biden avait déjà sur Donald Trump. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Joe Biden dispose de 306 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump. Et puis aussi en termes de suffrage, il faut savoir également que l'écart entre Joe Biden et Donald Trump s'est accentué. Joe Biden dévance Donald Trump de plus de 5 millions de voix maintenant, alors qu'en 2016, Donald Trump Hillary Clinton dévançait Donald Trump d'à peu près 2 millions de voix, mais c'était le même nombre de grands électeurs dont Donald Trump avait disposé pour remporter l'élection, 306, comme exactement Joe Biden aujourd'hui, et Hillary en avait 232. Alors, évidemment, Donald Trump, pour le moment, il a gardé toujours la même posture, c'est celle du déni, c'est celle du refus d'accepter les résultats. Il refuse toujours d'admettre sa défaite, même si au cours de ce week-end, il a mis un tweet, il a dit Joe Biden a gagné, mais en raison des fraudes. Et donc, il accepte l'idée d'une victoire de Joe Biden, mais il refuse de légitimer celle-ci puisqu'il estime que ce sont les votes, notamment les votes par correspondance, qui ont permis de basculer la balance en faveur de Joe Biden. Mais il faut rappeler que le vote par correspondance, parce que les gens ont l'impression de découvrir ça pour ce qui concerne les élections aux États-Unis, il faut savoir que le vote par correspondance est un vote qui est légal. Tous les États américains peuvent adopter ce style de vote-là. En 2016, c'est à peu près, par exemple, 30 millions d'Américains qui avaient décidé d'utiliser ce type de vote-là. Or, aujourd'hui, en raison de la pandémie contre le coronavirus, beaucoup d'Américains ont eu peur de se retrouver dans des salles de vote bondées et donc ont eu peur d'avoir contracté le virus. Et donc, ils ont massivement utilisé ce vote par correspondance-là. Donc, à peu près 70 ou 80 millions d'Américains, cette fois-ci, ont utilisé le vote par correspondance. Mais il faut savoir que de manière générale aussi, il y a eu une mobilisation sans précédent des deux partis, démocrates ou républicaines, puisqu'à peu près environ 190 millions d'Américains ont voté cette année. C'est presque le double de ce qu'il y avait en 2016. Et donc là, ça montre à quel point les deux partis ont su mobiliser leur camp pour les amener à voter. Mais évidemment, ce qui a permis, et c'est là où évidemment Donald Trump joue sur la sensibilité de son camp, c'est-à-dire qu'il estime que sur les votes directs, donc les gens qui ont voté le 3 novembre, effectivement, il y a eu plus de gens qui ont voté en faveur de Donald Trump que de Joe Biden. Mais si on maintenant voit le vote par correspondance, eh bien évidemment, Joe Biden, en ce qui concerne le vote par correspondance, à peu près 70 ou 80% des électeurs qui ont utilisé ce mode de vote-là ont voté en faveur du candidat démocrate. Donc, c'est la raison pour laquelle Donald Trump a essayé, par le biais de ses avocats, de saisir un certain nombre de tribunaux d'État pour invalider ces bulletins de vote-là. Et malheureusement pour lui, ça n'a jamais marché. Il l'a fait en Pennsylvanie. La justice de cet État l'a retoqué en estimant qu'il n'y avait pas eu d'anomalies sur les votes. Et même s'il y avait eu des anomalies, là, ces anomalies n'étaient pas en mesure de pouvoir expliquer ou pouvoir
faire basculer le vote en sa faveur. Donc, en Pennsylvanie, ça n'a pas marché. En Géorgie, il a demandé un recomptage des voix. Les résultats sont tombés vendredi dernier. C'est Joe Biden qui l'a emporté. Le Nevada aussi, qui était un État qui, depuis 20 ans, avait voté républicain et qui avait voté pour Donald Trump en 2016. Le Nevada aussi est tombé dans l'escarcelle des démocrates. Et donc, Donald Trump avait demandé et obtenu un recomptage des voix dans cet État-là. Malheureusement, le recomptage n'a rien changé au final au résultat. Et donc, pour le moment, tous ces recours, tous les recours qu'il a entamés au niveau des États, parce qu'il faut bien comprendre que ça se passe en deux volets. Il y a d'abord un premier recours au niveau des tribunaux des États, des juridictions des États, et ensuite, s'il estime qu'il n'est pas satisfait du résultat, il va maintenant aller saisir la Cour suprême. Mais la seule différence, c'est que la Cour suprême statue sur le fond. C'est-à-dire que la Cour suprême ne va plus regarder les preuves matérielles que ses avocats pourraient présenter, tant soit peu qu'ils n'ont aucune preuve matérielle aujourd'hui. C'est ce qui explique en grande partie les échecs qu'ils subissent en matière de recours. Et donc, la Cour suprême, si elle est saisie par l'équipe de Donald Trump, devra statuer sur le fond. Et sur le fond, malheureusement aussi, il y a un vide puisque le vote par correspondance est un vote parfaitement légal et qui fait partie des habitudes des Américains, même si généralement il n'est pas très prisé. Les Américains préfèrent se déplacer le jour du vote, mais massivement, ils ont utilisé ce vote-là en ce qui concerne l'élection américaine. Mais il faut aussi savoir que nous, qui sommes extérieurs aux États-Unis, on a souvent tendance à penser que le 3 novembre, il n'y a que les élections présidentielles aux États-Unis. Non, les gens plébiscitent le vote par correspondance en ce qui concerne l'élection américaine, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient restés chez eux. Ils sont peut-être sortis pour procéder à d'autres élections. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, pendant l'élection présidentielle, il y a un tiers du Sénat qui est renouvelé, il y a la totalité de la Chambre des représentants qui est renouvelée, et puis il y a aussi des élections locales dans les États, des élections de procureurs, des élections de juges, des élections de shérifs, des élections, on renouvelle une partie des conseils municipaux. Vous voyez, donc il peut arriver qu'au cours du 3 novembre, dans certaines zones, il peut y avoir même jusqu'à une dizaine d'élections le même jour. Donc c'est pas souvent évident pour une personne évidemment l'élection présidentielle étant la plus importante ce jour-là, ça ne veut pas dire que c'est la seule, et c'est ce aussi qui peut expliquer le fait que certains électeurs, parce que les gens, le vote par correspondance, c'est pas le vote qui se fait le jour même, c'est un vote par anticipation. Donc le principe voudrait qu'on vote avant avant le jour de l'élection pour que le bulletin soit validé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, Donald Trump avait saisi les autorités de l'État de Pennsylvanie pour faire annuler les bulletins qui étaient arrivés dans les bureaux de vote après le 3 novembre. Mais la loi de l'État de Pennsylvanie disait qu'à partir du moment où le cachet sur le bulletin de vote, la date sur le cachet donnait une date qui était antérieure à celle du 3 novembre, quelle que soit la durée, quel que soit le moment où ce bulletin-là arrivait après la date de l'élection, ce bulletin-là devait être pris en compte. Jean-Paul, est-ce que Donald Trump peut se permettre de ne pas quitter la Maison-Blanche? Non, il ne peut pas se permettre de quitter la Maison-Blanche parce que le 20 janvier à midi, son mandat va s'arrêter. Et puis, il faut savoir que dès lors que vous êtes président de la République aux États-Unis, et il y a le bail locatif qui se déclenche. Parce qu'il faut savoir que dans la Maison-Blanche, il y a 3 parties. Il y a une partie administrative, là où il y a les bureaux ovales et tous les services administratifs. Il y a une partie sécuritaire, donc là on s'occupe de la sécurité des lieux du président, et puis il y a les différents lieux où il est en relation avec les différents services de renseignement. Et puis il y a la partie habitation, là où réside le président de la République, le président américain et sa famille. Et donc, dès lors que au moment où Joe Biden va prêter serment le 20 janvier à midi, automatiquement il y a ce bail locatif là qui se met en place. Ça veut donc dire que la maison, l'aile que le président de la République occupe n'appartiendra plus à Donald Trump puisque le bail locatif va cesser à cet instant-là. Et au même moment aussi, celui de Joe Biden va commencer. C'est la raison pour laquelle... Mais il y a déjà un président qui avait boudé de sortir de la Maison-Blanche. Oui, mais en 1801, c'était John Adams qui avait refusé de reconnaître l'élection de Thomas Jefferson. Et donc, en 1801, lorsque Thomas Jefferson va prêter serment le 20 janvier à midi, qu'est-ce qui va se passer? Non, ce n'était pas le 20 janvier, c'était le 4 mars à midi, parce qu'il faut savoir que
l'élection a été ramenée au 20 janvier, c'était Theodore Roosevelt en 1936, qui lui va décider de ramener cette date-là pour éviter pour raccourcir au maximum la transition, et parce que c'est une période quand même assez sensible. Donc, dès qu'il aura, quand Thomas Jefferson va prêter serment le 4 mars à midi, eh ben, le bail locatif va se mettre immédiatement en place. Et aux États-Unis, il y a le principe qu'on a un seul chef, et c'est le chef qui est désigné par le peuple. Et donc, à ce titre-là, donc, John Adams n'étant plus le chef désigné par le peuple, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les services administratifs et les services de sécurité vont commencer à sortir les effets de John Adams de la Maison-Blanche, parce qu'il ne faut pas aussi l'oublier, John Adams c'est le premier président, c'est le deuxième président de l'histoire des États-Unis, mais c'est le premier à occuper la Maison-Blanche. Et donc, les services administratifs vont commencer à sortir les affaires de John Adams et les mettre dans la rue. Et donc, c'est à partir de ce moment, c'est ce précédent-là qui fait qu'aujourd'hui, à partir de le 20 janvier à la matinée, eh ben, les services de déménagement commencent déjà à se mettre en place pour sortir les affaires du président sortant et commencer à faire entrer les affaires du président entrant pour qu'à midi pile, eh ben, toutes ces affaires soient là et qu'une fois qu'il a prêté serment devant la Cour suprême, eh ben, quand il va à la Maison-Blanche, eh ben, il est déjà installé chez lui. Donc, c'est ce principe-là. Donc, Donald Trump le sait. Il sait que rien ne pourra empêcher cet événement-là de se produire, sauf si, évidemment, par exemple, la Cour suprême venait à invalider le scrutin, ce qui est peu probable parce qu'avant de saisir la Cour suprême, il faudrait que les juridictions antérieures ne puisse que lui donner raison au moins sur un ou deux cas. Or, jusqu'à présent, tous les recours qu'il a menés jusqu'à présent se sont soldés par des échecs. Et en plus, je le dis, la Cour suprême ne statue pas sur la forme, elle statue sur le fond. Donc, elle va regarder si, sur le fond, cette élection-là n'a pas été équitable, comme semble l'affirmer Donald Trump. Et cela me semble peu probable. Pourquoi? Parce que lui, sa colère est essentiellement tournée vers les votes par correspondance, qu'il estime être des votes frauduleux, parce qu'ils sont allés à plus de 90% en faveur de son adversaire. Or, tous les États américains, sur le plan légal, appliquent ce type de vote-là et en fonction des États, eh ben, soit il faut tenir compte du bulletin qui vient avant ou le jour ou au maximum le jour de l'élection, ou dans d'autres États comme c'est la Pennsylvanie, eh ben, le gouverneur avait demandé à ce que l'on prenne en compte les bulletins qui sont arrivés après le 3 novembre. Mais il faut bien comprendre que la Pennsylvanie est dirigée par un gouverneur démocrate. Donc ça, évidemment, ça fait partie du jeu politique américain. Il ne faut pas l'oublier. En 2000, lorsque George Bush fils était face à Al Gore, eh ben, son frère aîné, Jeb Bush, qui était gouverneur de la Floride, avait pesé de tout son poids pour que l'on fasse reconnaître certains votes électroniques qui avaient été en faveur de son frère. Et donc, c'est ce qui avait permis à George W. Bush de remporter l'État de Floride et d'avoir la majorité en termes de grands électeurs. Donc, Jean-Paul, c'est qui aux États-Unis qu'on dit grands électeurs? C'est un statut étatique, institutionnel? Non, les grands électeurs, c'est évidemment... Qui peut être grand électeur? Ce sont les partis. C'est exactement le même principe que lorsqu'on a les élections municipales. On a des listes, d'accord? Et donc, chaque parti, dans chaque État, a une liste en fonction du nombre de grands électeurs. Et le nombre de grands électeurs est déterminé en fonction de la démographie de l'État. Donc, plus l'État a un nombre d'habitants important, plus vous avez un grand nombre d'électeurs. Et le nombre d'électeurs s'est revu en moyenne tous les 10 ans. Mais au cours de ces 20 ou 30 dernières années, on peut dire que le nombre d'électeurs est plus ou moins stable. Parce qu'il faut savoir que, grosso modo, la population américaine, n'en déplaise à ce que Donald Trump parlait en disant qu'ils étaient envahis par les Mexicains ou les Latinos de manière globale, mais la population américaine, elle est quand même relativement stable, ce qui explique que le nombre de grands électeurs est stable. Et donc, chaque parti donc, a une liste. Et donc, lorsque les élections... Quel parti aux États-Unis? Il y a 2 partis. Non, chaque parti, je parle des républicains, des démocrates. Non, il n'y a pas que 2 partis aux États-Unis. Il y a 2 partis qui dominent à plus de 90% l'activité la politique aux États-Unis. Mais il y a plein d'autres partis. Hein. Vous avez des partis locaux, vous avez des partis d'envergure nationale et qui dominent les élections au Sénat, à la Chambre des représentants et à la présidence de la République. Il y a évidemment que le Parti démocrate et le Parti républicain. À côté, vous avez les partis pour ceux qui prônent l'environnement. Il y a des partis qui sont altermondialistes.
il y a plein de micro-partis, mais ces micro-partis-là, en général, sont affiliés soit au Parti démocrate, soit au Parti républicain, parce que leurs représentants, lorsque vous voulez avoir des sièges dans les différents parlements, que ce soit des États ou au niveau fédéral, eh bien, il faut des réseaux, et seul le Parti républicain ou le Parti démocrate ont des réseaux qui peuvent vous permettre d'accéder à ces postes-là. C'est la raison pour laquelle ces micro-partis, c'est comme ça qu'on les appelle, sont affiliés pour la plupart Parti républicain ou Parti démocrate. Et donc, le jour de l'élection, en fonction du nombre de grands électeurs, eh bien, une fois qu'on a déterminé le nombre d'électeurs dans un État, c'est-à-dire que lorsqu'un candidat remporte en suffrage l'élection dans l'État-là, eh bien, on lui attribue, en général, ce ne sont pas tous les États qui le font, mais en général, les États donnent la totalité des grands électeurs à celui qui est venu en tête en termes de suffrage. Mais il y a d'autres États qui font au prorata en fonction du nombre de voix obtenues par chaque candidat. Eh bien, on détermine un nombre de grands électeurs. Et donc, à ce jeu-là... Donc, les grands électeurs, c'est forcément des acteurs politiques. Oui, ce sont des acteurs politiques, mais ils sont choisis par les partis en fonction de leur fidélité. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement important que le jour où ils vont aller voter, donc à savoir le 14 mars, lorsqu'ils vont aller désigner le futur président des États-Unis, eh bien, qu'ils votent en faveur du candidat qui est de leur parti. Ce n'est pas forcément celui qui est venu en tête. Le 14 décembre. Ça veut donc dire que tous les démocrates, tous les grands électeurs démocrates, il faut s'assurer que ce soit des électeurs fidèles qui, le 14 décembre, vont bel et bien aller désigner Joe Biden comme étant le futur président des États-Unis. Parce qu'il a fallu avoir un antécédent. Je crois que c'était... pour le président Truman, quand Harry Truman, il ne faut pas oublier, Harry Truman arrive au pouvoir à la mort de Theodore Roosevelt, et donc quand il est candidat à sa succession, ou candidat à un premier mandat en tant que candidat en tant que président, eh ben, le Parti démocrate, il ne faisait pas l'unanimité au Parti démocrate. Et donc, quand il avait été réélu, il a donc fallu que le Parti démocrate pèse de tout son poids pour inciter les grands électeurs démocrates à bel et bien désigner Truman comme étant leur futur président. Parce que beaucoup disaient que si Truman, bien qu'étant élu, eh ben, il n'était pas sûr qu'ils allaient lui accorder leur suffrage le jour où il fallait aller entériner ce vote-là en tant que grands électeurs. Donc, ça, et donc, depuis lors, eh ben, chaque parti sélectionne rigoureusement ceux qui devront être des grands électeurs pour s'assurer de leur fidélité. Est-ce qu'on est déjà arrivé à un niveau où les grands électeurs vont à l'encontre de ce que le peuple dit ? Non, on a jamais. Ça a failli arriver, mais ce n'est jamais arrivé, en dehors du cas de Harry Truman. Ce n'est jamais arrivé. C'est pour ça que je dis que maintenant, évidemment, et puis il y a une question de pratique. Maintenant, dans l'entendement des électeurs, des grands électeurs américains, je ne pense pas qu'il leur viendra à l'esprit de voter autre chose que leur propre candidat. Et en plus, au moment où la société, les États-Unis sont extrêmement polarisés sur le plan idéologique, sur le plan politique, voilà. Je ne pense pas qu'un grand électeur démocrate pourrait vraiment se permettre de dire qu'il va voter en faveur du candidat de l'autre camp, en l'occurrence le candidat républicain et vice-versa. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Jean-Paul, je rappelle que donc c'est la 11e saison du Da Fresh Morning. Tu seras avec nous pendant toute cette saison. Évidemment. Merci. Restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Dans quelques minutes, Gina va arriver. Mais pour l'instant, on se met bien en musique. Da Fresh Morning.